L'homme effrayant d'Android, Mark Zuckerberg, vient d'annoncer que sa société Facebook va être rebaptisée Meta. À partir d'aujourd'hui, notre société s'appelle maintenant Meta, toujours dans le but de rassembler les gens. Aujourd'hui, je veux parler de tout ça. Vous savez, je n'arrête pas de dire qu'ils vont essayer de nous embarquer dans ce monde numérique, et le monde numérique est en fait un peu comme Matrix. C'est une superposition à la réalité et cela va de pair avec la 4e révolution industrielle, la grande réinitialisation, où tout ce qu'on peut faire en ligne ou dans ce monde virtuel va être fait à l'intérieur du monde virtuel. J'ai fait tellement de vidéos à ce sujet. Ma dernière vidéo en parlait, ma vidéo intitulée Moonshot Matrix en parlait, They Hate Us en parlait, de toutes ces sortes de choses. Et c'était il y a plus d'1 an, c'était avant le Covid. J'ai fait une vidéo sur la 4e révolution industrielle et j'ai pleuré comme une petite fille à la fin. Et je me suis dit que je devais mettre fin à mon engagement et à la réalisation de vidéos parce que le temps est compté et que je veux aller dans le monde réel, je veux explorer le pays, je veux rencontrer des gens, je veux faire des choses réelles avant qu'ils ne mettent fin à notre capacité à faire des choses réelles. Eh bien, le voici. Voici la première version, la première marche, le début de la pente glissante, la drogue d'initiation. Je suppose que la drogue d'initiation était, que ces choses étaient déjà faites. Facebook était une drogue d'initiation et Instagram et tout le reste, tous les médias sociaux étaient une sorte de drogue d'initiation. Mais maintenant, nous avons Meta. Laissez-moi vous montrer une vidéo de Mark Zuckerberg pour vous donner une idée de ce qu'est Meta. Voilà une expérience de tous les instants pour se connecter avec les gens. Imaginez que vous mettez vos lunettes ou votre casque et que vous vous retrouvez instantanément dans votre espace personnel. Il y a des parties de votre maison physique recréées virtuellement. Il y a des choses qui ne sont possibles que virtuellement. Et il y a une vue incroyablement inspirante de ce que vous aimez le plus. Hey, tu viens? Je dois juste trouver quelque chose à me mettre. Ok, parfait. Hey Marc, hey, qu'est-ce qui se passe? Hey, on flotte dans l'espace. Qui a fait cet endroit? C'est génial, non? Oui, je ne veux pas être un enfant perpétuel dans un monde de dessins animés et aller à des réunions avec des dinosaures qui pétillent et des gens qui volent dans la pièce. Je ne veux pas. Très bien. Tout d'abord, laissez-moi vous donner un avant-goût. Voici le Forum économique mondial. Il tweet à ce sujet sans attendre, Facebook est maintenant Meta. Qu'est-ce que le métaverse et pourquoi devrions-nous nous en préoccuper? Regardez ces petits-enfants, entourés d'une lumière bleue froide, avec leur casque de réalité virtuelle relié à quelque chose et vivant leur vie dans un monde factice. Le métaverse n'est pas encore une réalité, mais il pourrait être la prochaine évolution de l'Internet. L'idée est que la réalité augmentée, c'est-à-dire la combinaison de la réalité virtuelle renforcée de réalité mixte, qui deviendra un moyen essentiel d'engagement social et commercial. On dit que le métaverse n'existe pas, du moins pas encore à l'heure actuelle. Il n'y a rien qui puisse être légitimement identifié comme un métaverse, tout comme vous ne pouvez pas investir dans l'Internet. De même, vous ne pouvez pas identifier le métaverse comme un produit, une technologie ou un service unique. Une meilleure question pourrait être, que pourrait devenir le métaverse ? Et j'ai cela à souligner ici. C'est une phrase lourde de sens, c'est une phrase terrible. Que pourrait devenir le métaverse? Eh bien, voyez-vous, nous allons tous devoir nous habituer à un langage modifié, car dans les rêves lointains des architectes du métaverse et de la réalité virtuelle, le monde de Matrix, nous pourrons tous communiquer les uns avec les autres. En fait, on dit qu'il s'agit d'une communication non verbale, presque une télépathie. Il n'y aura qu'une seule langue. Qu'est-ce que cela vous rappelle, à vous tous, les spécialistes de la Bible? Y a-t-il des chrétiens ici? Quiconque connaît les histoires de la Bible, cela ne vous rappelle pas la tour de Babel? Les hommes essayant de devenir des dieux? Tout le monde parlait une seule langue et Dieu est arrivé et nous a punis en nous faisant parler des langues différentes pour que nous ne puissions pas nous comprendre et qu'il ne puisse pas y avoir d'uniformisation.
Ces détraqués ne parlent-ils pas toujours de décentralisation? Eh bien, laissez-moi vous dire que le métaverse est une centralisation massive. Et bien sûr, les ingrédients de cette centralisation incluent la possibilité d'acheter et de vendre et de faire des affaires dans l'espace de la réalité virtuelle. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont arrêté d'innover dans le monde réel avec des choses en 3D? Pourquoi pensez-vous que tout va vers des meubles de pacotille et des produits merdiques? C'est parce que bientôt, nous n'aurons plus du tout besoin de produits réels. Nous achèterons et vendrons et ferons toutes nos affaires dans ce monde de réalité virtuelle. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent simplement rester en dehors de ça, que vous pouvez rester en dehors de ça, mais je soutiens que vous ne pouvez pas y tremper et rester en dehors. C'est l'un ou l'autre. Si vous y mettez les pieds et que vous devenez accro, vous croquez la pomme. Vous avez mordu, c'est fini, vous quittez ce jardin d'Éden, ce paradis, le monde réel pour toujours. C'est ce qu'il y a à comprendre. Au cas où vous penseriez que ce n'est pas déjà assez mauvais, regardez la prochaine version, les futures églises. Les chrétiens n'auront plus besoin de rêver de rencontres divines. Des hologrammes de saints et des robots intelligents pourront apparaître dans des rassemblements chrétiens n'importe où, n'importe quand. Regardez ce truc effrayant. Comme vous pouvez déjà le constater, c'est démoniaque. Nous sommes dans une bataille du bien contre le mal. Et qu'a toujours voulu Satan? Il a voulu usurper le monde. Il a voulu être Dieu. Eh bien, je veux dire, je ne connais pas de meilleure explication à ce qui se passe. C'est le compte à rebours final jusqu'à ce que Satan dirige le monde. Parce que si vous regardez ces mondes de réalité virtuelle, ce sont des mondes de réalité alternative. Mark Zuckerberg est très sain en fait, d'après ce qu'il présente. Mais la plupart d'entre eux, si ce n'est tous ceux qui sont là en ce moment, sont absolument débauchés, sombres, violents, hypersexualisés. Il y a toutes sortes de zones cachées où les pédophiles se réunissent. Même sur Roblox de Microsoft, il y a un espace pour les pédophiles. Donc ouais, je dirais, comme à mon avis, le monde de la réalité virtuelle va être sous la domination de Satan. Il va emprisonner essentiellement votre corps et dans votre conscience, c'est ce que je veux dire, c'est comme les limbes. Vous pourriez vivre éternellement dans un monde de réalité virtuelle, parce qu'une autre chose sur laquelle il travaille, bien sûr, c'est de télécharger tout votre esprit et toutes vos expériences, vos souvenirs et votre personnalité dans le cloud, afin que vous puissiez vivre éternellement comme un avatar. Et qu'est-ce que ça fait à votre âme? Je me demande. Je crois vraiment que c'est un piège pour capturer les âmes. Un point intéressant à propos de la nouvelle société de Mark Zuckerberg, Meta, où il développe le métaverse, est qu'apparemment en hébreu, Meta signifie mort. Quelqu'un me l'a fait remarquer. Et apparemment c'est vrai. Des utilisateurs hébreux de Twitter ont dit que mort se prononce méta en hébreu. Et je veux aussi vous montrer le mot pour méta en hébreu, c'est ça. Cela ressemble beaucoup au symbole de méta pour moi. Et pour vous? Cet utilisateur a posté un message sur 4chan expliquant qu'il crée une deuxième dimension de la réalité et y transfère autant d'âmes que possible. Pour l'instant, c'est juste un chat en virtualité pourri. Mais le but final est au-delà de ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Il parle ensuite du contenu de nanogel dans les vaccins et reprend ce dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, à savoir qu'il existe un brevet permettant de détecter le mouvement de nos organes, nos impulsions nerveuses, notre rythme cardiaque, notre flux sanguin, les microbes dans notre estomac. Tout peut être détecté, mais ces minuscules nanoparticules dans diverses choses, ce n'est pas seulement dans le vaccin. Les gens soupçonnent qu'elles sont dans la nourriture, qu'elles sont mises dans l'air, et donc elles vont dans le sol et sont dans tout. Et cela nous relie directement à Internet, ce qui leur permet ensuite de faire de cette réalité matricielle une superposition du monde réel.
À ce stade, oui, vous devez encore mettre volontairement les lunettes ou autres pour y participer. Mais en fait, vous y participez peut-être déjà. Votre avatar est, pour ainsi dire, l'environnement de certaines situations y participe déjà. C'est assez effrayant comme ça déjà. Mais je veux vous présenter quelque chose d'autre. Ce livre appelé Dead Soul, les âmes mortes, par un homme nommé Nikolai Gogol. Ok ? Maintenant, Facebook n'est pas Google, ou du moins, c'est ce que nous pensons. Donc, je fais un petit détour ici, un détour à gauche, mais écoutez ça. Nikolai Gogol a écrit ce livre intitulé Les âmes mortes à l'époque du servage en Russie. Et écoutez la description qui en est faite. C'était l'époque du servage en Russie et un homme de rang était souvent jugé d'après le nombre d'âmes qu'il possédait. Il y avait un recensement périodique des serfs, disons tous les 10 ou 20 ans. Le propriétaire devait donc payer un impôt sur chaque âme enregistrée lors du dernier recensement, même si certains des serfs étaient morts entre-temps. Ce système présentait néanmoins des avantages matériels dans la mesure où un propriétaire pouvait emprunter de l'argent à une banque d'âmes mortes, comme il le faisait pour les âmes vivantes. Le héros de l'histoire, Tchitchikov, passe un accord avec les seigneurs qui possèdent ces âmes mortes. Il leur dit « Si vous ne voulez pas payer l'impôt, je vais vous les acheter ». Il avait donc l'intention de se faire attribuer tout un nombre de serfs à son nom, ce qui le rendrait riche. Il serait propriétaire de beaucoup de serfs, même s'ils étaient morts. Ça vous paraît flippant ou quoi ? Je veux dire, ça s'est vraiment passé en Russie. Je ne sais pas si un type s'est promené pour essayer d'acheter les morts, mais c'est comme ça qu'ils géraient leur système économique en Russie, au temps des seigneurs et des serfs. Et le gars qui a écrit le livre à ce sujet, son nom est Gogol. Quand ils ont créé la société, les gens de Google, on leur a demandé de quoi il s'agissait. Et l'histoire dit qu'ils l'ont appelé Google parce qu'il y a un terme mathématique appelé Google qui signifie infini ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si le nom était en fait un jeu de mots sur le nom de Nicolas Gogol à cause de ce livre appelé Dead Soul, âme morte. Et si le but de Google, depuis le début, était de référencer toutes les âmes de la planète, et que même pour les personnes mortes, ils pourraient toujours tirer de la richesse de toutes ces informations, la substance de la personne qu'ils avaient répertoriée. Sergey Brin, PDG de Google, il se trouve qu'il est d'origine russe et Nikolai Gogol était russe. Sa femme, Suzanne Voltsky, dirigeait YouTube et la sœur de Suzanne, Anne, est PDG de 23andMe, qui, bien sûr, vous le savez, est une collecte où vous êtes censé envoyer votre ADN à 23andMe et ils vous diront tout sur votre ascendance. C'est ce qu'ils disent. Je dis que c'est juste une grande opération de collecte d'informations. Je veux dire, allez, les gens s'en rendent compte. Et cette Suzanne, son origine est juive. Il est dit russe juif, mais maintenant, le plus souvent, il est dit polonais. Et je dois dire que ce nom semble plus polonais que russe, mais je ne sais pas. Ce groupe, cette équipe de pouvoir, est un peu dans la même optique que Tchitchikov dans le livre Âme morte, Dead Soul de Nicolas Gogol, où il parcourt le monde et collecte des caractéristiques des avatars, des personnes complètes, des personnes avec autant d'informations possibles sur elles qu'ils peuvent obtenir pour en quelque sorte les garder en vie pour toujours, pour leur propre profit. En quoi pourraient-ils les utiliser? Mon imagination s'emballe, mais par exemple, des âmes mortes peuvent-elles habiter des avatars en ligne? Et celles-ci pourraient-elles fabriquer une société, un consensus, des foules? L'idée que nous allons tous ensemble dans la même direction, un esprit de groupe. Mais ils ne sont même pas réels et ne sont même pas vivants. Ce ne sont que des âmes mortes. D'accord, donc ça semble distinct de l'entreprise Facebook à ce stade, mais
Mais qui peut dire que Mark Zuckerberg ne dirigeait pas le même genre de choses? Après tout, il a le profil de la vie des gens sur Facebook. Ils connaissent pratiquement tous leurs mouvements depuis le moment où ils se sont inscrits jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, juste une pensée intéressante. Et il est évident que Google aura un jour sa propre version de ce système par le biais de ses organisations partenaires, et beaucoup d'autres entreprises entreront dans le jeu également. Il y a déjà beaucoup d'entreprises dans ce jeu. Epic Games est l'une d'entre elles. Epic Games parle de la façon dont elle a formé l'intelligence artificielle grâce à des jeux en ligne comme Fortnite et d'autres jeux de ce type. Et c'est de ça que je parle quand je dis qu'on ne peut pas y tremper. Les gens pensent que je peux jouer à Fortnite et c'est bon. Vous ne pouvez pas parce qu'ils vous utilisent pour construire cette matrice et pour créer la banque de données des âmes mortes qui seront pour toujours, théoriquement, si nous regardons bibliquement, piégées, empêchées d'aller au paradis, essentiellement en réduisant la quantité de personnes ou la quantité d'énergie qui est utilisée pour le bien commun. Je ne sais pas, ok? Réfléchissez-y, vraiment, je ne sais pas. Une dernière chose à propos de Meta et de son symbole. Ce symbole bouge en fait quand il tourne. Et donc, sous certains angles, il ressemble à ces deux extrémités que je vous ai montrées plus tôt. Puis, quand il est stable, de ce point de vue, il ressemble à l'Urobo, le serpent qui se mange la queue, le symbole de l'infini. Urobo, serpent emblématique de l'Égypte et de la Grèce antique, représenté avec sa queue dans la bouche, se dévorant continuellement et renaissant de lui-même. Symbole gnostique et alchimique, l'Urobo exprime l'unité de toutes les choses, matérielles et spirituelles, qui ne disparaissent jamais, mais se transforment perpétuellement dans un cycle éternel de destruction et de recréation. Au XIXe siècle, le chimiste allemand August Kekulé von Stradonitz, à partir de cette image d'Urobo, il a eu l'idée de relier des atomes de carbone formant le cycle benzénique. Eh bien, la première partie, où rien ne disparaît jamais, ça change juste perpétuellement de